n'avez peut-être pas gardé un souvenir aussi bon de votre premier dépôt à la banque. Mais il y a de fortes chances pour que bien des années après, vous parliez encore de l'argent dans votre compte bancaire comme étant votre argent. Mais ce n'est pas le vôtre. Si nous avons un coffre bancaire, les titres et les objets de valeur que nous y déposons sont bien à nous. Nous louons un espace sécuritaire à la banque pour les déposer. Dans le langage courant, le terme « déposer » veut tout simplement dire poser quelque chose qu'on porte. Mais utiliser le terme « déposer » pour parler d'un compte bancaire, c'est tout à fait trompeur. En réalité, un dépôt bancaire, c'est un prêt consenti à la banque. En fait, le solde de notre compte bancaire indique le montant d'argent que la banque nous doit. Il représente une promesse de paiement faite par la banque et non pas de l'argent liquide bien réel que nous aurions déposé. La différence est considérable. Quand nous confions notre argent à la caissière de la banque, notre argent devient celui de la banque, qui peut en faire ce qu'elle veut. Tout l'argent déposé à la banque est l'argent de la banque. Il n'est plus à nous. C'est pourquoi la banque nous paye des intérêts. Nous avons prêté notre argent à la banque. La distinction peut sembler sémantique, car nous savons que nous pouvons aller à la banque n'importe quand pour retirer notre argent en espèces. Mais la distinction est cruciale. Les opérations financières du système bancaire concernent tout le monde. Et pourtant, la plupart d'entre nous ignorent tout du fonctionnement de ce système. Il faut savoir que l'économie mondiale actuelle repose sur un système de crédit fourni par les banques. Quand ce système s'effondre, tout le monde en subit les conséquences. Le pire, c'est que les explications des spécialistes sur l'effondrement du système ne nous révèlent jamais les causes profondes du mal. Ils ne nous disent jamais que l'argent liquide ne représente que de 1 à 5% de l'argent en circulation et que tout le reste de l'argent a été créé en tant que principal de prêts bancaires pour lesquels la banque exige le remboursement du principal plus des intérêts. Avec ce processus, l'existence de l'argent dépend complètement de l'existence du crédit bancaire. Et dès le départ, le système est voué à la faillite, intentionnellement, car le total des débits est supérieur au total des crédits, dès la signature du premier prêt. Mais maintenant que le système bancaire mondial est à 2 pas de l'abîme, de plus en plus de gens se disent qu'ils ne peuvent plus ignorer la réalité actuelle. Beaucoup ont perdu leur maison et leur emploi, uniquement à cause du jeu intenable des prêteurs. Il est temps que nous comprenions le fonctionnement du système monétaire et surtout le besoin pressant de le modifier radicalement. Clarifier les termes utilisés par le système constitue la toute première étape. Maintenant que nous comprenons qu'un dépôt est en vérité un prêt consenti à la banque, la question suivante se pose. En quoi consiste un prêt consenti par la banque? Quand nous signons un accord de prêt, nous nous engageons auprès de la banque à payer le montant du prêt plus des intérêts. En retour, la banque crédite notre compte du montant de ce soi-disant prêt. Nous disons alors que la banque a versé l'argent du prêt à notre compte. Mais en réalité, la seule chose que la banque a faite, c'est de promettre de verser cet argent. Il y a simplement eu un échange de promesses. Aucune des parties n'a donné quoi que ce soit de concret à l'autre. Toutes les deux ont fait des reconnaissances de dettes équivalentes. Alors, qui est vraiment l'emprunteur et qui est le prêteur? Les termes prêt, prêteur et emprunteur sont tous trompeurs. En échangeant des promesses de paiement, les deux parties ont créé un crédit bancaire ou de l'argent
Nous pouvons dépenser ces crédits bancaires car chaque fois que nous faisons un dépôt à notre compte augmente. Nous présumons donc tout naturellement que de l'argent a vraiment été déposé. En réalité, à moins de déposer quelque chose de concret dans ce compte, il restera vide. Un crédit bancaire ne représente qu'une promesse de payer, et non pas de l'argent bien réel. Une promesse indique toujours l'absence de l'élément promis. Sinon, il n'y aurait pas besoin de promesse. Alors, comme tous les comptes bancaires ne sont que des promesses de paiement, la banque et l'emprunteur échangent tout simplement des promesses. Du coup, avec quelques chiffres entrés sur un clavier, un solde positif apparaît dans le compte bancaire de l'emprunteur, sans que personne n'ait déposé le moindre argent réel dans ce compte. Vous savez maintenant ce qu'est vraiment un prêt bancaire. Quelle différence y a-t-il entre ce processus de création de l'argent et celui utilisé par des faux monnayeurs qui créent de l'argent avec une planche à billets? Nous savons tous que les faux monnayeurs commettent une fraude. En imprimant de faux billets de 100 $, ils créent de l'argent nouveau, à partir de rien. Dans la vie, l'argent nous donne le pouvoir d'acheter des biens et des services bien réels. Ici, il est clair que les faux monnayeurs ont créé un pouvoir d'achat pour de vrais biens et de vrais services sans rien avoir donné en échange, sauf des morceaux de papier sans valeur. Les faux monnayeurs obtiennent donc quelque chose pour rien, aux dépens des malheureux qui se laissent berner par leurs faux billets. Si les faux billets passent inaperçus, ils déprécient la masse monétaire globale, et tout le monde y perd. La contrefaçon des billets est un crime majeur. C'est le non-respect d'une entente sociale fondamentale disant « tu ne voleras pas ». Mais quand la banque accorde un prêt, elle crée aussi un nouveau pouvoir d'achat. La différence, c'est qu'au lieu d'être une forme de vol, cette création d'argent est le fondement de tout notre système monétaire. Alors comment se fait-il que la création de l'argent à partir de rien est un crime, dans le premier cas, mais qu'elle est une pratique commerciale standard par laquelle est créé presque tout l'argent du monde, dans l'autre cas? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur l'historique des lois qui régissent le commerce. Mais auparavant, essayons de comprendre la logique qui sous-tend tout le processus de prêt. L'emprunteur veut faire un achat, mais il n'a pas d'argent pour le faire à présent. Par contre, il est certain d'avoir assez d'argent à l'avenir pour payer à la fois son achat et les intérêts sur un prêt. Alors, l'emprunteur va à la banque pour demander un prêt. Il peut faire une promesse tout à fait crédible d'avoir de l'argent à l'avenir. Mais maintenant, il a les poches vides, et c'est bien pourquoi il a besoin d'un prêt. Nous savons tous ce qui se passe ensuite. La banque demande à l'emprunteur de signer un accord par lequel il s'engage à payer à la banque le montant du prêt plus les intérêts. En cas de défaut de paiement, l'emprunteur s'engage à céder à la banque ce qu'il a acheté avec le prêt. Chaque jour dans le monde, ce processus se répète un nombre infini de fois. Mais il pose un problème. Peut-il promettre en garantie quelque chose dont il n'est pas encore propriétaire? Si je veux vous emprunter 10 000 $ pour partir en croisière en Europe, est-ce que vous allez accepter l'auto de mon voisin comme garantie? Bien sûr que non. Vous savez parfaitement que je n'ai pas légalement le droit de vous donner l'auto de mon voisin.
Mais si je promets d'acheter l'auto de mon voisin avec 10 000 $ que vous me prêtez, c'est différent. Vous risquez d'accepter de me prêter ces 10 000 $, pensant que je vais acheter l'auto et la donner en garantie du prêt une fois que j'en serai légalement propriétaire. Mais tant que la transaction n'est pas conclue, votre prêt de 10 000 $ ne peut pas être garanti par le titre de propriété de cette auto. Le problème posé par cette suite d'événements est facile à éviter. Vous pourriez acheter l'auto et puis me la vendre. La banque pourrait faire de même. Si l'emprunteur promet à la banque d'acheter quelque chose, pourquoi est-ce que la banque n'achète pas ce quelque chose avec son argent pour le revendre à l'emprunteur qui remboursera avec des intérêts? La réponse est simple. C'est parce que la banque, comme l'emprunteur, a les poches vides quand elle effectue la transaction. Le rôle de la banque lors d'un soi-disant accord de prêt, c'est de créer un compte pour l'emprunteur. En vérité, le soi-disant emprunteur a financé son propre compte en s'engageant frauduleusement à donner en garantie une auto qui n'est pas encore à lui. Et la banque, qui est le prétendu prêteur, n'a pas avancé d'argent. Si tout se passe bien, elle n'aura jamais à le faire. L'emprunteur croit que le nouveau solde dans son compte représente son argent à la banque. Comme la plupart de nous, il ne comprend pas la différence entre l'argent et la promesse d'argent. S'il peut faire son achat, dans un cas comme dans l'autre, après tout, quelle importance? La question maintenant est donc de savoir si la vendeuse de l'item acceptera la promesse de paiement de la banque. Bien sûr, dans certains cas, celui ou celle qui vend voudra de l'argent en liquide. Mais la vendeuse acceptera probablement un chèque ou un transfert électronique de la banque de l'acheteur. Pourquoi? Parce que la vendeuse sait par expérience qu'elle peut déposer ce chèque à sa banque et le solde de son compte augmentera en conséquence. Et ensuite, la banque de l'acheteur doit maintenant le montant du prêt à la banque de la vendeuse. Alors vous pensez peut-être que cet argent va bel et bien être transféré. Mais la promesse de paiement faite à l'emprunteur par sa banque a simplement été transformée par cette transaction. C'est devenu une promesse de paiement faite par cette banque à la banque de la vendeuse. Mais la banque de l'acheteur doit transférer une partie de l'argent à la banque de la vendeuse, non? Oui, probablement, mais une toute petite partie. Et à long terme, aussi longtemps que la banque obtient suffisamment de dépôts, le montant net de l'argent existant dont la banque aura besoin pour couvrir ses prêts peut théoriquement être de zéro. Comment? Imaginons tout d'abord que la vendeuse a son compte bancaire dans la même banque que l'acheteur. Elle dépose le chèque de l'acheteur dans son compte à elle. La banque a une seule chose à faire, déduire du compte de l'acheteur le montant crédité au compte de la vendeuse. Comme dans les deux cas, ce ne sont que des promesses, aucun argent existant ne transite vraiment. Quel est le résultat final de cette opération? La banque a créé un crédit bancaire d'un montant de 10 000 $ pour l'emprunteur. L'emprunteur a acheté une auto, qui est quelque chose de bien réel, et la vendeuse a maintenant un crédit bancaire de 10 000 $. 10 000 $ ont été créés pour l'achat d'un bien très concret, sans que la banque ou quiconque n'y mette le moindre argent. En plus, la banque va se faire rembourser tout cet argent par l'emprunteur avec des intérêts. Et s'il ne paie pas, la banque récupérera l'auto. Des tours de magie comme celui-là, on n'en voit d'habitude qu'au spectacle. Mais qu'est-ce qui se passe si la vendeuse dépose son chèque dans une autre banque?
Est-ce que la banque de l'acheteur devra transférer des fonds à la banque de la vendeuse? Peut-être, mais sans doute infiniment moins que le total du prêt, car le système bancaire fonctionne comme une seule banque. Pour bien le comprendre, ajoutons une autre transaction à ce scénario. Imaginons que le même jour, la banque de la vendeuse a consenti un prêt similaire à une vieille dame qui a acheté un méga système de cinéma à domicile. Le magasin d'électronique a déposé le chèque de cette dame à sa banque. La banque du magasin d'électronique avait fait un prêt similaire qui avait été déposé à la banque de l'emprunteur d'origine. Une fois toutes les transactions réglées, les banques ne se doivent rien, ou s'il y a de petites différences, ce n'est qu'une infime partie du crédit total ainsi créé. C'est clair. Bien que les banques ne prêtent pas vraiment l'argent des déposants, contrairement à ce qu'on croit généralement, elles ont besoin de dépôts pour consentir des prêts. En effet, les banques ont besoin de faire rentrer des crédits provenant d'autres banques pour compenser les crédits qu'elles émettent à d'autres banques. Aussi longtemps qu'une banque parvient à équilibrer les rentrées et les sorties de crédit, elle peut consentir de nouveaux prêts et donc continuer à créer de l'argent. Aucun argent créé ne devra vraiment sortir de ses poches. La banque est libre d'investir ses propres fonds en obligations de société et en obligations d'État ou dans tout autre instrument financier autorisé par sa charte. Toutes ces transactions peuvent être résumées en un diagramme. Les intérêts que paient les gouvernements et les sociétés aux banques sur leurs obligations sont en réalité payés par nous. Nous payons ces intérêts sous forme d'impôts et nous les payons par tous les biens et services que nous achetons. Les banques se déchargent sur nous d'une autre responsabilité. Si elles font faillite et si elles ne peuvent pas respecter leurs promesses de paiement, c'est nous qui payons les pots cassés. Mais vous vous demandez peut-être comment les banques peuvent faire faillite si elles ne doivent pas vraiment déposer des fonds lors de ces transactions. Comment peuvent-elles avoir quelque chose à perdre? La réponse est simple. La grande différence entre les banques et les faux monnayeurs, c'est que les banques ont légalement le droit de créer de l'argent, mais uniquement en respectant des règles de comptabilité bien précises. Une banque peut seulement créer de l'argent en inscrivant les remboursements et la garantie de l'emprunteur à la rubrique des actifs de la banque, du côté positif de ses livres bancaires, le tout étant compensé du côté négatif par le prêt ou par ce que le système bancaire appelle l'engagement créé par la banque. Si l'emprunteur ne fait pas ses remboursements, l'actif donné en garantie est saisi, puis vendu par la banque. Dans un marché en décroissance, quand les reprises de possession sont nombreuses, la nouvelle valeur de l'actif qui a diminué ne couvre pas le passif de la banque. La banque inscrit alors une perte dans ses livres. Quand les saisies bancaires, ventes forcées, se multiplient, par exemple à la suite de l'effondrement du marché de l'immobilier, une grande partie des garanties bancaires s'évapore et les banques essuient alors de très lourdes pertes. Mais en réalité, ce sont juste des chiffres, complètement immatériels. Pourtant, les banques doivent respecter les obligations que ces chiffres leur imposent. En cas de dérapage, les conséquences peuvent être terribles. Paralysie de l'économie, désintégration sociale, chaos financier, famine, émeutes et guerre. Bon, comme nous étudions l'anatomie d'un prêt, nous allons présumer que le système continuera de fonctionner et que ces 3 emprunts seront remboursés. Le résultat final
c'est que pas un seul dollar d'argent existant n'aura changé de main. Mais 30 000 $ de nouveaux crédits bancaires auront été créés et dépensés dans la masse monétaire. Et chacune des 3 banques aura récupéré des intérêts sur 10 000 $. Alors, est-ce que la création de ces 30 000 nouveaux dollars constitue une fraude, comme la contrefaçon des billets? Une différence évidente, c'est que le système bancaire est légal, réglementé par le gouvernement, contraint par la justice à suivre des règles de comptabilité établies. Une autre différence, c'est qu'il n'y a pas de victimes bien visibles, alors que les faux billets font très clairement des victimes. Les banques affirment que la vendeuse et l'acheteur ont tous les deux obtenu ce qu'ils voulaient, par un accord mutuel. Alors où est la fraude? Et s'il y a fraude, qui est le perdant? Pour répondre à ces questions, voyons un peu qui a tiré quoi de cette transaction. L'emprunteur a fait l'achat qu'il voulait, selon des conditions qu'il a acceptées librement. Il regrettera peut-être cette décision par la suite, quand il aura bien du mal à faire ses remboursements. Mais il se peut aussi qu'il soit très heureux d'avoir obtenu ce prêt. La vendeuse a obtenu un crédit bancaire qu'elle considère comme étant son argent à la banque. Elle a confiance de pouvoir dépenser cet argent quand elle le voudra. Elle est donc certaine d'avoir été complètement payée. Mais est-ce que quelqu'un d'autre a souffert de cette transaction? Quelqu'un que nous aurions oublié? Eh bien, il y a la banque qui récupère des intérêts sur une promesse de paiement. Les banques sont des spécialistes dans ce domaine et généralement, elles se tirent très bien d'affaire. Alors qui d'autre? Demandons-nous un peu d'où est venu cet auto. L'auto a été fabriqué à partir d'éléments bien concrets. Ressources naturelles, énergie et main-d'œuvre sont entrés dans sa fabrication. Alors pourquoi pas considérer qu'un des intéressés est la société dans son ensemble, ou même le monde réel, d'où viennent toutes ces ressources. N'oublions pas que l'argent créé par le nouveau crédit bancaire ne dort pas. Il est dépensé, mis en circulation dans le monde bien réel. Et c'est à ce monde bien concret que l'argent va, en fin de compte, en échange de l'auto. Par exemple, cet argent nouveau peut stimuler une production nouvelle, contribuant à la croissance de l'économie et au bonheur de certains. Ainsi, une bonne partie des crédits bancaires prennent la forme d'hypothèques. Et ces hypothèques permettent d'acheter des maisons et stimulent l'industrie de la construction, grand fournisseur d'emplois correctement payés. Mais après cet effet productif, l'argent nouvellement créé par un prêt dépréciera la masse monétaire, réduisant le pouvoir d'achat de l'argent d'un très petit montant. Alors, contrairement au cas des faussaires, qui font clairement des victimes, la perte ici est essuyée par nous tous, car l'élément concret du prêt, à savoir l'auto, a été extrait de l'ensemble du monde, ce qui a causé une petite perte de la valeur de l'argent pour tout le monde. Poursuivons notre comparaison entre le crédit bancaire et la contrefaçon des billets. Les faux billets sont éventuellement détectés et retirés de la circulation, entraînant une perte directe pour toute personne qui les a acceptés. Bien sûr, il est impossible de prédire quelle partie des faux billets sera repérée ou quand les faux billets seront éliminés de la circulation. Le crédit bancaire est lui aussi éliminé de la circulation, parce qu'à chaque paiement, une partie du principal est remboursée, donc éliminée. Presque tout l'argent actuel prend la forme de crédit bancaire. Par conséquent, presque tous les dollars qui passent sur nos comptes ont une date d'échéance. Un jour,
Ils serviront au remboursement du principal sur un prêt bancaire et ils cesseront d'exister. En plus des paiements du principal, il y a les paiements d'intérêt, qui constituent des revenus pour les banques. La plus grande partie de ces revenus sont recyclés dans l'économie sous forme d'intérêts payés aux déposants et de diverses dépenses des banques. C'est pourquoi il n'y a pas de perte évidente quand un crédit bancaire est éliminé de la circulation, alors que la perte résultant de l'action des faux monnayeurs est bien visible. Mais regardons de plus près. Une connaissance élémentaire de l'arithmétique suffit pour comprendre le pouvoir que confère le contrôle de la masse monétaire et pour saisir comment, avec le système actuel, la dette totale doit sans cesse augmenter. Faute de quoi, le système s'effondre. Chaque fois que le rythme de création de l'argent-dette perd du terrain sur le rythme de destruction de l'argent-dette, le total de l'argent en circulation diminue. C'est ce qu'on appelle la déflation, car la masse monétaire diminue comme un ballon qui se dégonfle. Il y a donc moins d'argent par rapport aux biens et aux services disponibles. Et comme il y a moins d'argent, le prix des biens et des services baisse. À première vue, on pourrait croire que ce serait une bonne chose. Et ça pourrait l'être, si l'argent n'était pas créé sous forme de dette, avec des intérêts. Pour toute personne qui n'est pas endettée, la déflation aurait pour résultat un dividende général, payé sur les biens et services de son choix. Ce serait un peu comme si cet argent venait d'actions que les gens auraient dans une compagnie prospère dont ils seraient les propriétaires et qui serait leur nation. Les gens n'auraient pas besoin de demander une hausse des salaires. Si la nation était plus productive et méritait une augmentation, tout le monde en profiterait automatiquement, car tout le monde pourrait acheter davantage avec son argent. Mais ce n'est pas du tout l'effet que produit la déflation dans un système où l'argent est créé sous forme de dette avec intérêt. Plus de 95% de tout l'argent actuellement en circulation prend la forme de dette envers les banques, c'est-à-dire de promesses de remboursement avec intérêt. Comme nous l'avons vu, le principal est créé lors de l'accord de prêt, mais pas l'intérêt. Comme un certain temps s'écoule entre la création du prêt et son remboursement, et que la plus grande partie des revenus d'intérêt est recyclée sous forme de dépenses de fonctionnement des banques, la plupart d'entre nous parviennent à faire leur remboursement aussi longtemps que la masse monétaire grossit. Mais si la masse monétaire ou la dette totale diminue, l'argent devient de plus en plus difficile à gagner parce qu'il se fait plus rare. Il devient alors de plus en plus difficile de faire des remboursements fixes. Pour les gens lourdement endettés, la rareté de l'argent peut s'avérer catastrophique. Les effets psychologiques de la chute des salaires et des prix accélèrent rapidement tout le processus, car les emprunteurs, y compris les grandes entreprises, n'ont plus confiance de pouvoir rembourser leurs prêts. Alors ils n'en demandent plus. Et comme il n'y a plus création de nouveaux prêts pour remplacer les anciens, la pénurie d'argent s'aggrave, entraînant la disparition de nombreux emplois et la réduction du pouvoir d'achat. Ce phénomène a lieu même dans un contexte de ressources abondantes et de solides capacités de production. Cette redoutable spirale descendante rend inévitable les saisies bancaires massives. Les prix dégringolent, car plus personne ne veut dépenser d'argent. Du coup, la valeur des garanties de prêt chute et les banques se retrouvent avec de lourdes pertes dues aux radiations de prêts. Certaines doivent fermer. Les consommateurs et les entrepreneurs ne font plus confiance au système. Bientôt, le malaise économique et social se fait grave.
Rien ne peut arrêter cette spirale catastrophique, à moins que quelqu'un, généralement le gouvernement, ne crée de l'argent nouveau ou ne s'endette lourdement auprès des banques privées pour créer assez d'argent afin de relancer l'économie. L'exemple le plus connu de ce scénario est le crash boursier de 1929. La crise a eu pour effet psychologique que les gens ont fait de moins en moins d'emprunts. Il y a donc eu de moins en moins d'argent créé. La Réserve fédérale américaine n'est pas intervenue alors pour lutter contre la déflation. En 1932, la masse monétaire était réduite d'un tiers. Des milliers de gens ont été expulsés de leur maison, car l'argent requis pour rembourser leur hypothèque avait tout simplement cessé d'exister. Et puis, en 1932, Franklin Roosevelt est devenu président des États-Unis. Avec sa nouvelle donne, ou New Deal, Roosevelt a relancé l'économie en rétablissant la masse monétaire. Pour remédier au manque d'argent, il a emprunté auprès des grandes banques privées. Dans les usines, le travail a repris. Mais il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour qu'il y ait de nouveau abondance d'emplois et d'argent. C'est grâce à tout l'argent investi dans l'effort de guerre que la grande crise a pris fin. Mais la guerre a aussi causé 50 millions de morts et a mené à une nouvelle hostilité dans les rapports de pouvoir mondial, avec une course aux armements, un gonflement de la dette et des mutations sociales et technologiques radicales. Tout cet effet d'expansion et de récession économique est appelé le cycle économique, comme si c'était un phénomène tout à fait naturel, comparable au cycle de l'eau ou à celui du carbone. Deux cycles naturels qui sont régis par le soleil. Et le cycle économique, lui, par quoi est-il régi? L'un des éléments de réponse est la masse monétaire. Comme nous l'avons vu, cette masse monétaire dépend des prêts. Alors examinons ce qui se passe tout au long d'un prêt. Nous savons qu'un crédit bancaire n'est rien d'autre qu'une promesse de paiement faite par la banque, promesse que la banque a créée relativement à la promesse de paiement faite par l'emprunteur. La promesse de paiement de la banque sert généralement à acheter des biens et des services réels, et l'argent circule